Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence. Donc, je me présente, je suis Fabrice Ferry, le directeur général de eWays. Je suis géologue de formation et donc on a créé avec ma femme cette société qui est spécialisée dans le traitement naturel de l'eau. Et donc dans cette conférence, on va aborder le thème de l'eau et sa relation directe avec le monde du vivant, en particulier les végétaux et le sol. Et je vais aborder l'eau d'une manière un petit peu différente de celle que l'on peut voir traditionnellement. Donc synergie eau vivant, potentiel opportunité et économie. Sommaire, c'est forcément l'eau. Donc on va voir l'approche scientifique empirique. Dans un deuxième temps, l'approche scientifique moderne avec donc tout ce qui a été fait récemment, toutes les découvertes faites par des professeurs internationaux. On va aborder quelque chose qui est plus ancien, qui date du début du XXe siècle, qui m'est connu, c'est la bioélectronique de Louis de Vincent. Et dans la deuxième partie, justement, on verra la synergie qui est très importante entre l'eau et tout ce qui est vivant. Et la troisième partie, ça sera rapidement notre approche de la société et dans quel domaine d'intervention on agit dans nos activités, que ce soit pour les collectivités, les professionnels et les particuliers. Tout ce dont je vais aborder, en fait, c'est pas de la magie. Il y a des scientifiques qui travaillent dessus, donc vous pourrez trouver ça sur Internet, entre autres un maître de conférence, Laurent Vaugendon, à l'université de Rennes, qui va parler de choses dont je vais aborder tout à l'heure. Professeur Marc-Henri, qui était professeur à Strasbourg, donc un spécialiste dans la chimie de l'eau, qui a travaillé dans la physique et la biologie de l'eau pendant toutes ces années, avec 180 citations, etc. Mylène Souvigné, qui est très importante pour moi. Pourquoi ? Parce qu'elle fait justement, elle est ingénieure traitement des eaux, ingénieure agronome, donc la synergie eau-vivant, elle la maîtrise très bien. Donc dans sa revue, vous avez toutes les références scientifiques de personnes qui ont travaillé, que ce soit des Russes, des Américains, des Français, sur cette synergie. Donc voilà toutes les références. Et puis vous avez dernièrement cet Américain, Gérald Pollack, qui va parler, et je vais aborder rapidement tout à l'heure, sur le 4e état de l'eau. Parce qu'on connaît tous le côté vapeur, eau et solide, mais il existe un 4e état de l'eau. Donc l'eau, qu'est-ce que c'est pour tout le monde ? C'est H2O. Mais l'eau, c'est pas que H2O. Il y a plein de choses dans l'eau. Et puis on peut la déterminer suivant différents critères. Entre autres, tout le monde connaît le pH de l'eau. Donc on peut avoir de l'eau acide ou de l'eau basique. Ça, on le mesure par rapport au pH, la neutralité c'est 7. Et en fonction de ces pH, l'eau va avoir des caractéristiques différentes. Vous avez la dureté de l'eau. Alors la dureté de l'eau, qu'est-ce que c'est ? C'est la concentration en calcium, magnésium que vous trouvez dans l'eau. Plus il y en a, plus l'eau sera dure et plus vous allez avoir des problématiques, entre autres de calcaire. Et moins vous en avez, l'eau sera douce. Voilà. L'eau, la propriété aussi principale de l'eau, c'est que c'est un solvant. Donc on l'utilise pour beaucoup de choses. Et de ce fait, dans l'eau, il n'y a pas que de l'eau. On peut retrouver des minéraux, on retrouve des métaux, on retrouve des gaz, on retrouve des matières organiques et puis on retrouve des polluants. Donc vous voyez, on parle de la molécule H2O tout début et puis en fait, on se rend compte que dans l'eau, il y a plein d'autres choses. Donc c'est pas si simple que ça, l'eau. Une autre propriété de l'eau importante, c'est l'oxydoréduction. Alors très simplement, c'est la quantité d'électrons qu'il y a dans l'eau. Plus il y a d'électrons dans l'eau, vous êtes en réduction. Moins il y a d'électrons dans l'eau, vous êtes en oxydation. Et pour éviter le domaine de prolifération des virus, par exemple, on va en suroxydation en mettant du chlore, ce qui empêche la prolifération des virus dans l'eau. Quand vous avez des eaux plutôt très réduites, là on va aller vers des bactéries. Et l'eau bonne à boire, un potentiel redox qui est très bon, c'est entre 24 et 28 et ça se mesure en millivolts, c'est de l'électricité tout simplement. Une autre propriété de l'eau que notre cher Claude François connaît bien, c'est sa conductivité. Alors conductivité, en fait, c'est la quantité de sels minéraux qu'il y a dans l'eau, tout simplement. Plus vous avez de sels minéraux, plus la conductivité sera importante, moins vous en avez, moins elle sera importante. Donc l'eau la plus riche, la plus conductrice, ça serait une eau très salée. Et l'eau la plus pure sera très peu conductrice. Donc ce qu'on a vu là, c'est l'approche traditionnelle de l'eau et de ses caractéristiques.
La deuxième partie, on va aller un petit peu plus loin dans l'eau, on va parler d'autre chose. Aujourd'hui, il existe 41 anomalies non expliquées par la communauté scientifique sur le comportement de l'eau. Entre autres, la densité maximale à 4 degrés au lieu de 0, sa chaleur de vaporisation, sa tension de surface qui est la plus forte de tous les liquides, etc. etc. Donc on revient sur l'eau, mais en fait, l'eau, elle a une polarité de par ses atomes. Vous avez l'oxygène qui est en positif et l'oxygène en négatif, pardon, et l'oxygène en positif. Donc, qui dit polarité, dit action, interaction avec d'autres éléments qui ont des polarités. Entre autres, vous avez quoi? Vous allez avoir des aimants qui vont avoir une action sur l'eau. Vous avez la planète qui a un pôle nord et un pôle sud magnétique, donc il va avoir des interactions sur l'eau également. Les trois états dont je vous parlais tout à l'heure, tout le monde les connaît. Vous avez l'état gazeux, l'état solide, l'état liquide, qui vont aller de l'un vers l'autre en fonction des températures, des pressions, etc. Et donc chaque état de l'eau va avoir des comportements et d'une structure différente au niveau de l'eau, qui va être caractérisée par ce qu'on appelle la liaison hydrogène. C'est ce que vous avez ici à chaque fois qui va relier chaque molécule d'eau. Et vous voyez qu'à l'état vapeur, en fait, vous n'avez pas de liaison hydrogène. À l'état liquide, vous avez des liaisons hydrogènes qui se font, qui se défont. On le voit au niveau de l'eau, les vagues, etc. Et quand vous êtes à l'état solide, c'est bien lié entre elles et on a une structure qu'on appelle hexagonale. Donc c'est la liaison hydrogène et entre autres, c'est selon les scientifiques, c'est elle qui est entre guillemets la responsable des 41 anomalies parce qu'elle n'est pas très bien expliquée. Donc ces trois états, on les rencontre, on les voit à l'échelle macroscopique. Mais quand on va à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire à l'échelle du tout petit, pour vous donner une idée d'échelle, c'est la bulle de savon qu'on fait tous quand on est petit. La pellicule, c'est ça l'échelle nanométrique, c'est vraiment l'infiniment petit. Donc quand on va regarder à l'infiniment petit, on va découvrir des choses. Et en fait, il se passe des choses à l'interface entre l'eau et puis des surfaces solides, des surfaces gazeuses. Donc cette quatrième état de l'eau, qui a été découvert par des scientifiques entre le Gérard qui y travaillent, c'est ce qu'ils appellent la zone interfaciale en français ou la zone d'exclusion en anglais. Je ne le dis pas en anglais parce que je ne suis pas très bon en anglais, mais ça, en anglais c'est easy, comme ça c'est plus facile, EZ. Et en fait, cette zone d'exclusion, vous la trouvez ici, entre l'eau liquide et puis donc une surface hydrophile qui peut être l'air, etc. Et vous allez avoir une composition hexagonale comme dans celle du liquide. Et au niveau donc, de l'intérieur de cette formation-là, vous allez avoir aussi une différence de potentiel, donc négative à l'extérieur et positive à l'intérieur. Ce qui veut dire que cette zone-là va agir comme une pile, tout simplement, puisque j'ai un plus et j'ai un moins. Donc là, j'ai agrandi un petit peu. Vous voyez la zone d'exclusion. Vous avez une charge négative, une charge positive. Et cette zone interfaciale, elle a des propriétés. Comme je vous ai dit, c'est une nanobatterie, elle fonctionne comme une batterie, donc on peut servir de l'eau comme une batterie. Sa batterie augmente grâce à la lumière, et donc ça a été découvert que c'est les infrarouges qui ont une plus forte action sur le rechargement de cette énergie-là au niveau de l'eau. C'est une eau qui est plus chargée en oxygène aussi, donc ça peut avoir des incidences aussi sur le fonctionnement des stations d'épuration, sur la déreférisation de l'eau, etc., etc. Et puis c'est ce qui expliquerait entre autres pourquoi justement il y a l'anomalie à 4 degrés. D'autres influences sur l'eau qui sont importantes, c'est tout ce qui est les ondes. Alors on parle de 5G, etc., mais vous allez comprendre qu'elles ont une incidence sur l'eau. Il y a plusieurs types d'ondes. Vous avez les ondes mécaniques que tout le monde connaît. C'est quand on lance un caillou au niveau de l'eau, et ça va faire des belles ondes. Ça, c'est des ondes mécaniques. Donc on voit que quand on lance quelque chose dans l'eau, il se passe quelque chose au niveau de l'eau. Alors il y a des ondes qu'on ne voit pas, c'est les ondes électromagnétiques. Donc on est entouré d'ondes électromagnétiques. Mais quand on les mesure aussi avec des appareils, on voit des fréquences. Donc si une onde mécanique via des fréquences peut avoir une incidence sur le comportement de l'eau,
pourquoi une onde magnétique, électromagnétique qu'on ne voit pas n'aurait pas aussi une influence dessus. Et en fait, la science a découvert aussi qu'il y a des résonances très précises avec certaines ondes, qui sont aussi précises certaines fréquences. Les longueurs d'onde, elles sont énormes. Nous, celles qu'on voit, et encore on la voit que quand il y a un arc-en-ciel, elle est ici, voilà. Mais toutes les ondes qu'on ne voit pas, les UV, les infrarouges, on ne les voit pas. Les ondes radio, on ne les voit pas. Les radios longues, on ne les voit pas. Vous avez les rayons X qu'on ne voit pas, les rayons gamma qu'on ne voit pas. Et ça, c'est seulement les ondes qu'on est capable de mesurer avec nos systèmes de mesure. Alors rien ne dit qu'il n'existe pas d'autres ondes qui ne sont pas mesurables aujourd'hui avec les outils qui sont à la disposition. Mais toutes ces ondes-là peuvent avoir une influence sur le comportement de l'eau. Et puis vous avez une troisième petite onde, c'est les ondes gravitationnelles. Donc la Lune, c'est le meilleur exemple, avec les marées. Donc on a une influence de la Lune sur les marées. Donc si une plante est constituée d'eau, pourquoi elle n'aurait pas aussi une influence sur une plante, puisqu'elle a une influence sur la marée. Donc en fait, voilà, l'approche scientifique, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on s'intéresse essentiellement à la matière, au solide. Et dans l'univers, la matière, vous voyez ce que ça représente, c'est 0,00001%. Le reste, c'est du vide. Mais Einstein a démontré là, en deuxième que l'éther existe. Il y a quelque chose dedans et en fait on ne fait pas attention à 99,99% des choses. Et pourtant il y a des choses. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de voir les interactions qu'il y a entre la matière, les structures géométriques et les rayonnements. L'autre approche dont je voulais parler rapidement, c'est Louis-Claude Vincent. C'est un ingénieur hydrologue du début du XXe siècle, vous voyez 1906-1988, qui en fait a fait l'adduction d'eau dans 300 communes de France. Donc responsable de tout ce qui est acheminement de l'eau potable. Et il s'est rendu compte que malgré l'eau potable, il y avait des communes dans lesquelles il avait travaillé qui avaient plus de mortalité que d'autres. Il a essayé de comprendre pourquoi avec de l'eau potable, il y avait des différences. C'est là où il a étudié en fait les paramètres de l'eau dont on a parlé tout à l'heure, c'est le pH, l'oxydoréduction et la résistance électrique. Et en combinant ces trois paramètres, il a constaté plusieurs choses. Donc il a fait sa croix de bioélectronique de Vincent. Il s'est rendu compte qu'en fonction du pH et de l'oxydoréduction, vous allez avoir plutôt des développements pathogènes dans une eau alcaline et une eau réduite. Les virus, ça sera essentiellement dans une eau oxydée et des pH basiques, etc., etc. Donc on peut se rendre compte que la qualité de l'eau va avoir une incidence sur le vivant. Si j'ai une eau qui est acide et très oxydée, vous allez avoir un développement de mycoses et de champignons. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça date du début du XXe siècle. Mais il y a un monsieur, je vais y revenir tout de suite après, qui s'appelle Olivier Husson, qui est ingénieur agronome, qui a repris ses travaux et qui a fait la même chose sur les plantes. C'est-à-dire qu'il a été chercher dans quelles conditions se développait la fusariose, le hédium, les bactéries par rapport aux maladies. Et voir de quelle manière on pouvait réduire l'utilisation des produits phyto en travaillant avec des antioxydants. Puisque les antioxydants, c'est ici, c'est la construction de la vie. Il est toujours en activité, je le suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc directement, l'activité de l'oxydoréduction est liée à la photosynthèse. C'est le soleil qui envoie l'énergie, qui envoie les électrons au niveau du végétal pour travailler sur l'emmagasinement des électrons et donc de l'énergie. Donc plus vous avez d'énergie, plus vous allez être en antioxydation, donc en réduction. C'est tout ce qu'il faut retenir. Je vais passer sur les pratiques fertilisantes et les amendements, mais bon, rapidement, vous voyez que la plupart des engrais du commerce sont tous des oxydants, que le travail du sol oxyde, que l'utilisation des produits phyto désherbants oxyde. Donc à chaque fois qu'on utilise un produit chimique, on va mettre le sol dans un état d'oxydation et donc de fragilisation par rapport à la santé de la plante derrière. Le climat aussi a une incidence sur l'oxydation ou l'acidification en fonction des choses. Et en règle générale, entre le sol et la plante, c'est l'inverse.
quand il y a une sécheresse, par exemple, vous voyez, la plante elle est en oxydation alors que le sol est en réduction. Et inversement, quand c'est les inondations, et il n'y a que quand c'est un orage, vous voyez que la plante elle est en réduction et le sol est en réduction, c'est-à-dire on excède d'électrons. Pourquoi? Parce que vous avez énormément d'énergie dans l'eau de pluie d'orage. Donc c'est une eau qui est très antioxydante, donc qui est la meilleure en fait pour arroser un jardin. Et tous les clients que j'ai en maraîchage, en viticulture, quand il y a une pluie d'orage, le lendemain, ils voient un développement de leurs végétaux, une pousse extraordinaire. Donc ça, c'est les travaux d'Olivier Husson, donc qui a mesuré en fonction du pH et de l'oxydoréduction dans quel domaine se développaient les fusarioses, le idium, les bactéries, etc., etc. Donc en fait, quand vous êtes dans cette partie tableau, vous êtes en acide et en réduction, c'est-à-dire en forte concentration d'électrons. Et quand vous êtes ici, vous êtes en suroxydation. Et vous voyez que ici, vous n'avez pas de développement de champignons. Et quand vous êtes ici, vous n'avez pas de développement de champignons. Donc tout ce qui est phyto, pesticides, etc., en fait, on crée une suroxydation. Et quand vous êtes sur des antioxydants, style macération de plantes, orties, etc., vous créez de l'énergie et vous donnez de l'énergie à la plante en étant en réduction. La synthèse, on retrouve la même chose que pour la bioélectronique de Vincent, c'est-à-dire qu'en bas à gauche, vous avez des sols bien structurés, une plante en bonne santé. En haut à gauche, le règne des champignons. En haut à droite, le règne des virus. Et en haut en bas, c'est le règne des bactéries. Donc il y a la même similitude par rapport au tableau que j'avais tout à l'heure ici. Exactement pareil. Et là, on a 100 ans d'écart. Sauf que là, on a étudié l'eau. Et là, on a étudié les végétaux. Mais comme un végétal, c'est de l'eau, ça tombe bien, on retrouve les mêmes choses. Donc l'approche de D-Wave, c'est quoi? C'est justement d'agir sur ces interactions entre les ondes, la structure, la matière. Et donc ça, on travaille en relation étroite avec un concepteur fabricant du Luxembourg qui a conçu des systèmes qui travaillent justement sur l'électromagnétisme, donc la réorganisation et les fréquences. Donc voilà quelques exemples d'installations qui ont été faites autour des tuyaux. Et en fait, vous voyez, c'est ceci, c'est ça. Bon, ça, c'est un système tel qu'il est, il fonctionne. Ça fonctionne sans électricité, sans consommable. C'est totalement autonome. Et vous avez ici une paire d'aimants qui va travailler en fait sur la première partie, c'est-à-dire sur la repolarisation de l'eau. En gros, on réorganise les molécules d'une certaine manière. C'est comme si c'est l'interrupteur, on met l'énergie. Et ensuite, vous avez à l'intérieur de ces spirales-là des minéraux. Et en fait, les minéraux, ça fonctionne exactement comme vos téléphones portables, comme vos clés de voiture pour allumer, ouvrir ou fermer les portes. Ça fonctionne via des fréquences très précises. C'est pour ça qu'on peut ouvrir sa voiture, mais pas celle du voisin avec une clé. Et pourtant, c'est les mêmes fréquences. Il y a 40 ans, on nous aurait dit c'est pas possible d'ouvrir sa portière de voiture avec une clé sans mettre la clé dedans. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc c'est possible de pouvoir réorganiser aussi les molécules d'eau en travaillant sur des fréquences bien précises via des minéraux, tout comme vos téléphones portables, les tablettes, il y a des minéraux. C'est beaucoup de silice, c'est le meilleur minéral qui existe pour enregistrer et mettre des informations et des fréquences. La Silicon Valley, elle ne s'appelle pas pour rien comme ça. Donc les avantages des systèmes, c'est ça. Bon, pourquoi on est allé vers ces systèmes-là? C'est parce qu'on sort du système du consommable, de l'achat, de l'entretien annuel. Enfin bref, une fois que c'est installé, on n'y revient plus et ça fonctionne pendant très longtemps puisque les durées de vie des aimants, c'est un peu plus de 300 ans. Les minéraux... je vais prendre un exemple, j'aime pas trop, il faut que je retrouve un autre. Vous voyez, de Tchernobyl, ça fait déjà longtemps que ça a pété, mais ça rayonne encore. Le radon, quand on fait un diagnostic dans les Vosges radon pour acheter une maison, ça fait des millions d'années que le radon est là, il émet encore ses fréquences. Alors il y a des bonnes fréquences, il y a des mauvaises fréquences. C'est comme quand quelqu'un, on lui dit celui-là je le sens bien, pourtant on l'a jamais vu, mais on le sent bien. Donc c'est qu'on ressent des choses, c'est qu'il y a des bonnes fréquences.
Et l'intérêt, voilà, c'est ça, c'est que c'est totalement autonome. Alors, il existe plein d'autres systèmes pour travailler, dynamiser l'eau. Il y a les vortex, il y a de l'intrusif. Vous pouvez le faire simplement avec 2 bouteilles d'eau en les mettant l'une dans l'autre, en créant un tourbillon. Et l'intérêt de créer ces tourbillons-là, c'est justement, on fait un mélange air-eau bien plus important. Et donc, on crée beaucoup plus de zones interfaciales. Cette zone qui est très riche en énergie, justement. Donc l'action de l'eau, c'est quoi? On va travailler sur les avantages, voilà, élimination des biofilms, évaporation très lente, des pouvoirs antibactériens, antioxydants, comme je vous disais tout à l'heure, des pouvoirs flocculants supérieurs, etc. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Ça, c'est très récent. J'ai les résultats d'un client de la semaine dernière qui avait des problèmes justement avec son eau de ferrage trop riche en fer. Son technicien spécialisé lui avait dit que ces extraits fermentés n'étaient pas assimilables. Et donc il a fait des analyses avant d'installer le système. Vous l'avez la première ligne en rouge. Et puis vous l'avez ici avec l'installation du système. Et on voit qu'on a divisé par 4 la charge au niveau des minéraux. Et puis un meilleur pouvoir redox aussi. Et donc aujourd'hui maintenant, son traitement à l'ortie est assimilable par la plante. Pourquoi? Parce qu'on avait une eau trop riche en fer et on a réussi à résoudre ce problème en travaillant avec ça. Je vous ai remis les 2 diapos, l'une à côté de l'autre, comme ça on voit bien la similitude qu'il y a entre la bioélectronique de Vincent sur l'eau et le redox et les bioagresseurs de Olivier Husson. Et vous voyez qu'on retrouve quasiment la même chose. Les bénéfices qu'il va y avoir en travaillant là-dessus, c'est on travaille sur un pH plus stable, une eau moins visqueuse, on élimine beaucoup les nitrates, les phosphates. Les développements des algues sont aussi fortement diminués, d'une part une meilleure oxygénation, puis on a vu au niveau de la conductivité juste avant. Les bénéfices aussi pour ceux qui ont des irrigations, ça va être moins de colmatage au niveau des filtres, des tuyaux, on élimine le biofilm. Ceux qui ont des eaux calcaires, clairement on transforme, vous allez voir en photo, le calcaire en poussière, en farine, donc ils s'accrochent beaucoup moins. Et de par la meilleure qualité de l'eau, on a aussi une réduction des produits de consommation au quotidien. Les domaines d'application, dès qu'il y a de l'eau, on peut agir, c'est pas compliqué, on peut travailler partout. Donc quelques exemples locaux. Donc ici, c'est ce qu'on avait fait sur l'eau de forage de Lunéville, où c'est une eau qui est très riche en fer. Donc j'avais tiré de l'eau avant, c'est la bouteille de droite, et à gauche après avoir installé les spirales. Donc on a vu instantanément qu'il y avait une efficacité au niveau de la turbidité. Et la photo d'après, vous avez 3 semaines, vous voyez au fond de la bouteille le dépôt du fer sur la bouteille de droite qui est bien plus important que sur celle de gauche. Alors à l'époque, je ne savais pas pourquoi on avait moins de fer. Maintenant, je le sais, grâce à Thermapolis. Ça, c'est très récent, c'est à Dieulouard. Donc c'est de l'eau du réseau. Donc une eau qui était très turbide à gauche, même chose. Instantanément, on a eu une eau très transparente. Et là, 6 semaines après, j'ai un dépôt vert qui se crée au niveau de la bouteille gauche, alors que celle de droite est encore transparente aujourd'hui. On était un petit peu surpris de voir ça. Donc ça, c'est 8 mois après l'installation des systèmes au complexe Thermapolis Villa Pompéi. Donc on a vraiment éliminé le biofilm. C'est une eau qui est très salée là-bas, forcément c'est une eau thermale. Les effets sur le calcaire, à gauche sans les systèmes, à droite avec les systèmes, c'est là où on a cet aspect farineux, ce qui fait que derrière on a un nettoyage beaucoup plus facile puisque le calcaire, le tartre ne s'accroche plus en fait. Donc il est toujours présent, mais d'une manière qui ne s'attache plus. Ça, c'est un effet sur un golf où on avait installé un arroseur et on voulait voir comment ça se comportait sur le gazon. Donc après une période de sécheresse, vous voyez une partie qui a repris plus rapidement en vert et l'autre partie qui était encore un petit peu sèche. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme si je recréais une eau d'orage, si vous voulez, de par une énergie dans l'eau. Avec d'autres systèmes que je n'ai pas amenés ici, mais qui fonctionnent de la même manière, c'est des sphères où il y a des aimants des minéraux qu'on met en immersion dans l'eau. Donc ça, c'est une commune dans Moselle, à Thimonville, dans le 57, où le monsieur le maire avait des problèmes de lentilles vertes et tous les 2 jours, il allait nettoyer
nettoyer la canalisation de sortie. Donc il m'a demandé s'il existait quelque chose et à l'époque je lui ai dit je crois cuit parce que j'avais découvert quelque chose. Je lui ai dit on essaye et puis je l'ai revu il y a un mois, 2 ans et demi après l'installation du système, on est sur la photo de droite. Il n'y a plus une seule lentille. Alors pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur l'oxygénation de l'eau, donc un meilleur fonctionnement des bactéries et donc moins de nitrates, etc. etc. Ça, c'est plus récent, c'est un golfe de Sarreguemines avec la communauté de communes Sarreguemines Confluence, où là, c'était des problématiques d'algues filamenteuses. Donc, on l'avait installé en avril de l'année dernière. Et aujourd'hui, il n'y a plus une seule algue dans l'étang qui leur sert d'irrigation. Et j'ai demandé à ce qu'ils réduisent de 30% l'irrigation. Et avec 30% d'irrigation en moins, on a une meilleure qualité sanitaire du parcours et de la graminée. Des restaurateurs chez qui on travaille, et ça c'est un test que je suis en train de faire à la patinoire d'Épinal pour voir ce qui se passe au niveau du comportement de la glace. Donc j'ai pris de l'eau avant à gauche, de l'eau traitée après, je l'ai mis dans mon congélateur et je me suis rendu compte que ça n'a pas congelé de la même manière. On le voit sur la photo. Et quand je l'ai laissé fondre, j'ai le verre de droite qui a fondu moins vite que le verre de gauche. On est encore en cours de test. Voilà. Puis voilà, quelques références avec qui on travaille. Je reste sur cette image parce que des fois on ne croit que ce qu'on voit. On est comme Saint Thomas. Mais des fois, il se passe des choses qu'on ne voit pas, mais elles se passent quand même. Et puis, si vous avez des questions, je vous écoute. B22, si vous voulez plus de renseignements. Puis sinon, j'ai des petites documentations ici, si vous en avez besoin. Merci.